Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un update lecture dans lequel on va parler du deuxième tome de la saga Absolue, de Neige, de Yellowface, et on terminera cette update lecture avec un roman qui s'appelle L'été de la sorcière, donc on va commencer tout de suite. Je débute cette update lecture avec le deuxième tome de la saga Absolue, à savoir Les Effacés. C'est écrit par Margot Dessen et publié aux éditions Big Bang, le label Young Adult des éditions Brajlon. Et évidemment, comme c'est un tome 2, je vais devoir un petit peu spoiler les événements du premier tome et baser ma chronique sur ce qui s'est passé durant ce second tome. Donc si vous n'avez pas lu le premier tome, vous pouvez directement passer à la seconde chronique de la vidéo. Ce deuxième tome d'Absolu se déroule directement après les événements du premier tome où on retrouve les mobilisés qui ont réussi leur mission et ont été rapatriés en dehors de la zone. Cependant, ils ne sont pas prêts de retrouver une vie normale puisque tous ont été dispatchés aux quatre coins d'Erith avec de nouvelles fonctions. Prime est devenue un symbole patriotique, Lise est engagée comme garde du corps pour le père d'Alexander et d'autres comme Ed ou Olympia ont un avenir plus incertain où ils risquent d'être purement et simplement enrôlés dans l'armée afin de contrer une révolution. Bref, tous se rendent compte que détruire la chose ne marque pas la fin, mais n'est en réalité que le début. J'avais lu le premier tome il y a plus ou moins un an et j'en avais parlé dans la vidéo qui s'affiche dans le petit i. En résumé, je vous disais que ce premier volet ne m'avait que moyennement convaincu. Certes, il y avait beaucoup d'action, mais en termes de world building et d'enjeux, je trouvais ça un petit peu creux et un petit peu mou. Mais je vous avais également dit que j'avais la sensation que je n'avais pas toutes les clés en main pour juger l'œuvre dans son ensemble et que je lirais donc le tome 2 pour me faire une idée plus précise. En l'occurrence, je n'ai pas lu ce tome 2, mais je l'ai écouté grâce à Spotify qui possède une belle bibliothèque de livres audio et comme j'avais terminé un livre bien plus rapidement que prévu, j'en ai profité pour découvrir cette version audio. Et si je dis ceci, c'est parce que je sais que ça a joué sur mon appréciation. Je suis beaucoup moins exigeante avec les livres audio, déjà parce que j'avais pas le roman sous les yeux, je me calquais sur le rythme plusieurs narrateurs et narratrices et je me laissais porter par la narration. Et en plus, j'apprécie toujours quand les narrateurs et narratrices font du bon boulot, qu'ils savent interpréter leurs personnages et leur donner vie. C'était vraiment agréable de se laisser porter par la voix des personnages, d'être immergé dans le récit grâce aux différents sons, aux différentes musiques, etc. Et puis, ça m'a aussi évité de devoir transporter une brique de plus ou moins 800 pages si je ne dis pas de bêtises. Donc, comme l'audio est de très bonne qualité, je ne pouvais qu'apprécier le moment. Et d'ailleurs, c'est avec ce médium que je découvrirai le dernier tome quand l'occasion se présentera ou quand j'en aurai tout simplement envie. Mais revenons-en au texte en lui-même parce que j'ai quand même des petites choses à dire. Je n'ai pas fait qu'écouter les narrateurs d'une oreille distraite, loin de là. Dans ce second volet, l'autrice délaisse la zone, l'action et le rythme effréné pour se concentrer sur un aspect bien plus politique et développer les relations entre les différents personnages. Et bon sang que ça fait du bien de respirer, de voir l'univers se développer ainsi que les différents enjeux. C'est quelque chose qui m'avait vraiment manqué dans ce premier volet. Alors oui, ça bougeait dans tous les sens et à la page 12, ils avaient déjà failli mourir 1000 fois, mais c'était totalement déséquilibré et ça ne cessait de surenchérir quand tout ce dont j'avais besoin, c'était du calme, du développement des enjeux, des personnages et des relations entre les différents personnages. Et en plus, je me suis pas ennuyée durant mon écoute. Alors, on n'échappe pas à plusieurs moments un petit peu plus creux et où l'intrigue tourne un petit peu en rond, mais je n'ai pas soupiré comme ça m'était arrivé à plusieurs reprises dans le premier tome, tout ça parce qu'on avait encore une scène d'action.
En dehors de ces quelques longueurs et d'une dernière partie un petit peu plus redondante, l'intrigue de ce deuxième tome d'Absolu tient la route et on commence à en apprendre un petit peu plus sur la chose, la zone, les mutations génétiques, etc. Je n'avais plus la sensation que l'autrice ne savait pas expliquer son intrigue et son univers. Dans le premier tome, on avait quand même pas mal de phénomènes qui ne pouvaient pas s'expliquer autrement que par on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça et c'est vraiment bien pratique. Bref, tout ça c'est une belle avancée et c'est vraiment ça qui me donne envie de terminer la saga. Par contre, j'ai un vrai problème avec les personnages et plus particulièrement celui de Prime. Ce personnage est d'une naïveté, c'était déjà quelque chose qui le caractérisait au début du premier tome. Il croyait dur comme fer que tout ce qu'on lui demandait de faire était juste et justifié. Mais entre-temps, il est entré dans la zone et il a dû surmonter des traumatismes importants, a remis en cause le fonctionnement des différents clans, etc. Donc j'avais bon espoir de voir un personnage un petit peu plus méfiant, conscient qu'il est une marionnette, qu'on l'a utilisé et vidé de sa capacité à réfléchir et à émettre des critiques. Mais non, le Prime des premières pages est de retour et honnêtement j'avais envie de le secouer. Alors effectivement cette transition peut être difficile pour Prime parce que c'est compliqué de se dire que toute sa vie on a été la marionnette d'une dictature, mais lui il ne remettait absolument rien en question, ne confrontait absolument aucun fait, même les plus flagrants. Et ça c'est un petit peu incohérent parce que comme je le disais, il y a eu la zone. Et qu'il le veuille ou non, tous les événements qu'il a vécus là-bas l'ont changé et il ne peut pas faire comme si ça n'avait jamais existé. À la fin du livre, il va quand même se réveiller, mais c'est beaucoup trop tard. Alors lui, il tombe des nues quand il comprend enfin les éléments qu'il avait devant les yeux depuis le début du livre, mais moi tout ce que je ressentais, c'était de l'agacement. Et puis, Prime n'est pas le seul personnage à m'avoir agacé. Je crois que il n'y a que Ed et Susanna qui ont trouvé grâce à mes yeux. Certains personnages comme Olympia ou encore Lise se plaignaient durant de longues périodes des mêmes choses et leurs plaintes existaient déjà dans le premier volet. Au bout d'un moment, je me disais que j'avais compris et que là, ça commençait à devenir long et pénible. D'autant plus qu'elles ne cherchaient même pas de solution comme si tout ça n'était qu'une fatalité. Mais encore une fois, elles ont un passif avec la zone, et donc elles doivent peut-être revoir leur position sur ce qui est inéluctable et définitif. Enfin, je vais pas m'étendre davantage parce que j'ai encore 3 autres livres à vous présenter. Je terminerai juste en disant que le second tome était mieux maîtrisé que le premier et que je prendrai le temps de finir la saga, mais que ce sera encore une fois en format audio. Ensuite, j'ai lu Neige, écrit par Maxence Fermine et publié aux éditions Point. Comme c'est un texte très court qui fait moins de 100 pages, je vais essayer d'aller relativement vite. Dans ce roman, l'auteur raconte l'histoire d'un jeune homme vivant dans le Japon du 19e siècle qui va découvrir la poésie et s'initier aux haïkus. Et afin de s'améliorer, de donner à ses textes la couleur qu'il leur manquait, Yuko, notre protagoniste, va donc se rendre en apprentissage chez un poète qui a exercé auprès de la cour impériale. Je ne vais pas ménager du suspense inutile, je n'ai pas beaucoup apprécié ce court roman. Déjà, il m'a directement fait penser à Soi de l'auteur Alessandro Baricco que j'ai lu il y a un petit peu plus d'1 an. Je l'avais chroniqué dans la vidéo que vous voyez apparaître dans le petit i et si vous vous rappelez, il ne m'avait pas du tout convaincu. Et quand j'ai fait le rapprochement, je ne voyais pas pourquoi j'aimerais ce livre-ci et pas Soi. D'autant plus que dès le départ, j'étais très sceptique avec ce texte. L'auteur choisit de nous narrer quelques passages, quelques bouts de vie de Yuko et de son père qui, au début du livre, sont en conflit sur l'avenir du jeune homme, celui-ci ignorant quelle profession il veut exercer, et lorsqu'il va annoncer à son père vouloir être poète, il va devoir se confronter à l'incompréhension de ce dernier. Sauf que tout ceci est balayé avec beaucoup de rapidité, c'est pas du tout approfondi, et en réalité, l'écriture, les haïkus, la neige, la quête initiatique, etc., ce n'est qu'un prétexte pour épiloguer sur l'amour. Et je ne suis pas contre ce constat, mais encore faudrait-il
que ce soit bien fait. Parce que le traitement des personnages féminins est absolument catastrophique. Je vais essayer de pas vous spoiler, même si j'avoue que ça me démange. Déjà, les figures féminines dans ce récit ont un traitement absolument catastrophique parce que, d'une part, elles servent de faire-valoir aux personnages masculins. Elles n'ont pas de vie propre, aucune volonté, et l'une d'elles n'a même pas de prénom. Elles sont présentes dans le récit pour être des figures amoureuses que l'on peut un petit peu interchanger et jeter sans faire de sentiment dès qu'on croise une nouvelle femme. Mais quand l'auteur donne un petit peu plus de contexte autour d'une unique femme, c'est pour la présenter en tant que muse et en faire un portrait très éloigné de la réalité et, disons-le, tout aussi sexiste. D'ailleurs, on a un très long passage, le plus développé du livre évidemment, qui est très glauque, très malsain et malaisant et pour lequel l'auteur a essayé de broder, d'en faire de la poésie, a voulu rendre ça beau, mais ça n'a pas du tout marché sur moi. Je pense que le texte a mal vieilli, il est sorti à la fin des années 90 et outre l'absence d'un traitement correct envers les personnages féminins, il apporte une vision très idéalisée du Japon. J'ai vraiment envie de vous dire de passer votre chemin parce que hormis cette atmosphère très éthérée qui fonctionne bien, il n'y a pas grand chose à retirer du livre. Si vous cherchez un livre avec cet aspect de transmission, d'apprentissage, eh bien je pense qu'il y a bien mieux ailleurs. Personnellement, je vous recommanderais plus Monsieur Origami de Jean-Marc Cessy. Je n'ai plus vraiment de souvenirs sur l'histoire, mais je lui ai mis la note de 16 sur Livre Addict, ce qui est un bon indicateur. Et je poursuis avec une autre lecture décevante, à savoir Yellowface de R.F. Kuang, publié aux éditions de Saxus. Yellowface, c'est un roman contemporain qui raconte l'histoire de deux autrices, June et Athena. June est une autrice qui rencontre un succès assez limité, elle a vraiment du mal à se faire une place dans le monde éditorial, tandis qu'Athena est une autrice qui publie best-seller sur best-seller, elle est riche, adulée et respectée par ses pairs. Mais Athena va accidentellement mourir et June, présente au moment des faits, repart de chez elle avec son dernier manuscrit, un texte d'une grande qualité littéraire qui aborde un sujet totalement méconnu et elle décide donc de le retravailler, d'en faire quelque chose qui soit publiable et cet événement marquera le début des ennuis pour June. Ce n'est pas le premier livre que je lis de l'autrice, j'avais déjà découvert il y a quelques années le premier tome de La guerre du pavot lorsqu'il avait été publié chez Actes Sud et comme les éditions Actes Sud se sont rendues coupables de whitewashing, à savoir qu'ils ont voulu mettre l'héroïne sur la couverture mais ils n'ont pas respecté sa couleur de peau et son ethnie, l'autrice avait rompu son contrat avec cette maison d'édition et avant que De Saxus ne rachète les droits, il n'y avait absolument aucune chance pour que la suite voie le jour. Et là rentre en scène un nouveau problème, je n'apprécie pas le travail des éditions de Saxus, notamment pour l'affaire de licenciement collectif après que les acheteurs aient dénoncé des problèmes de traduction et un manque de relecture flagrant. On se souvient tous et toutes des notes de traduction laissées telles quelles dans le texte. Évidemment, c'était il y a plusieurs années et je me dis que tout le monde a le droit à une seconde chance, d'autant plus que la maison d'édition de Saxus est devenue incontournable. Elle publie tous les auteurs et toutes les autrices qui se sont fait un nom dans le milieu de la littérature imaginaire. Bref, tout ça pour dire que j'ai voulu reprendre un petit peu la température avec un livre qui me tentait beaucoup parce que je connaissais déjà le travail de R.F. Kuang et puis parce qu'il y avait la promesse d'une critique sur le milieu de l'édition qui était vraiment alléchante. Mais finalement, j'en ressors avec un arrière-goût assez amer. Je pense que le roman a beaucoup souffert de la comparaison avec Célèbre de Maud Ventura, roman que j'ai lu peu de temps avant de lire Yellowface et qui lui avait été un coup de cœur. Certes, on a une critique assez sarcastique et acide du monde de l'édition et plus spécifiquement de la communication autour des romans, du cyberharcèlement, etc. La critique est très spécifique au monde de l'édition anglophone, cependant elle fonctionne et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la manière dont fonctionne ce milieu aux États-Unis. Mais contrairement à Célèbre,
l'histoire et les retournements de situation présents dans Yellowface ne font pas sens. Si la première partie est plutôt addictive, la deuxième partie, elle, patine, s'étale et perd rapidement en intérêt, et la révélation finale est vraiment tirée par les cheveux, je trouve. Alors oui, l'autrice se justifie, trouve une raison à ce plot twist, mais je l'ai trouvé improbable. Surtout quand on voit que d'autres personnages ont bien plus d'intérêt, bien plus de raisons de mettre en lumière le comportement de June. L'autre problème, c'est sa protagoniste. June est une personne détestable, mais à aucun moment j'ai adoré la détester, à aucun moment elle ne m'a fait ressentir autre chose qu'une vague indifférence, et il est là le problème avec ce personnage. Personnellement, j'adore suivre des personnages ambivalents qu'on adore détester et qui sont loin d'incarner nos valeurs, mais qui ont une réelle force d'attraction, un petit peu comme Cléo dans Célèbre. Et June est bien loin de susciter l'ambivalence, l'admiration ou encore la jalousie. Pareil pour Athéna, l'autrice se contente de nous la décrire, de mettre en avant ses défauts comme le fait d'être suffisante, de prendre les autres de haut, etc. Mais on ne la voit jamais en action, même dans les flashbacks. C'est que du tel, jamais du show. Outre une intrigue mal exploitée, des personnages peu intéressants, l'écriture et surtout la traduction sont plus que bancales. Comme je l'ai déjà dit, j'ai eu l'occasion de lire un autre texte de R.F. Kuang, donc je pense que je peux imputer le problème de fluidité à une traduction franchement hasardeuse et bâclée. Il y a des fautes d'orthographe, des erreurs de conjugaison et de concordance des temps. Le subjonctif est mal accordé et mis de manière totalement aléatoire. Bref, la qualité approximative du texte m'a fait sortir de ma lecture à plusieurs reprises. Honnêtement, je pensais un petit peu naïvement que les problèmes de traduction chez De Saxus étaient réglés, mais voir à quel point le travail était bâclé pour Yellowface me fait me questionner sur le fait de savoir si, oui ou non, je continue à découvrir des romans publiés par De Saxus et si, oui ou non, je relis La Guerre du Pavot. En conclusion, c'était une lecture en demi-teinte. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y avait du potentiel. On pouvait vraiment faire passer le message et les différents axes de critique dans une histoire bien mieux ficelée. Et je finis cette update lecture avec un roman très court intitulé L'été de la sorcière qui est écrit par Kao Nashiki et publié aux éditions Philippe Piquet. Dans ce roman, nous suivons l'histoire d'une jeune adolescente nommée Mei, il me semble, et Mei souffre d'anxiété sociale, ce qui a un impact plutôt négatif sur sa vie scolaire. Et elle décide un petit peu du jour au lendemain de ne plus retourner au collège, et pour prendre du repos, ses parents l'envoient chez sa grand-mère qui vit en pleine nature. J'avais entendu beaucoup d'échos très positifs sur l'été de la sorcière, et j'avais vraiment envie de moi aussi plonger dans cette ambiance cosy, de vivre un petit peu au fil de l'eau avec Mei et sa grand-mère. Mais malheureusement, je suis un petit peu restée sur ma faim. Je m'attendais à être totalement immergée dans cette histoire, dans ce quotidien qui semble un petit peu tourner au ralenti, et si j'ai été séduite par les premières pages, je ne peux pas m'empêcher de penser que l'autrice n'a pas été au bout de sa démarche et au bout de ses idées. J'ai beaucoup aimé retrouver cette ambiance d'été calme et serein et où le temps semble s'étirer indéfiniment. C'est quelque chose que l'autrice retranscrit très bien et elle maîtrise aussi très bien cette narration douce, cette narration du quotidien. Pourtant, comme je le disais, je reste sur ma faim. Je pensais que chaque geste allait être bien plus détaillé, plus travaillé et que je ressentirais réellement l'impact de cette vie douce et simple sur Mei. Je pensais voir comment elle arriverait petit à petit à gérer son anxiété et à envisager un retour au collège. J'aurais réellement adoré suivre tout le processus de cueillette et de fabrication de confitures de fraises, les promenades dans le grand terrain, etc. Et c'est quelque chose qui m'aurait largement suffi parce que c'était ce que le livre me promettait et ce que j'étais venue chercher. Alors, je comprends pas pourquoi l'autrice a ajouté une pointe de drame. Drame qui n'était absolument pas nécessaire, soit dit en passant, et qui aurait pu être résolu vraiment facilement. Et je comprends pas non plus l'ajout de deux autres parties, l'une sur le chien de la famille,
Moi-même, j'ai un chien et j'adore les chiens, donc forcément le sujet m'a un petit peu touchée, mais je trouvais que l'insertion était maladroite et coupait la dynamique du récit. Et l'autre partie concerne le point de vue de la grand-mère. Et encore une fois, je trouvais que tout ça a gâché la dynamique du récit, toute la mise en place de la narration et de l'ambiance très douce. Et je pense qu'au lieu de se concentrer sur le chien de la famille ou le point de vue de la grand-mère, l'autrice aurait pu accentuer davantage cette ambiance tranquille, aller vraiment au bout des choses lorsqu'elle met en scène des moments de cueillette, etc. et effacer les zones d'ombre comme parler plus en profondeur de l'anxiété sociale que Mei subissait à ce moment de sa vie et ne pas simplement le définir en tant que, entre guillemets, faiblesse ou défaut. Malgré tout, c'est un livre très court et le style d'écriture de l'autrice est fluide, ce qui fait que j'en suis rapidement venue à bout. J'ai pas eu la sensation de traîner en longueur, de patauger dans la semoule et de ne pas voir la fin arriver, ce qui est toujours très mauvais signe lorsqu'un livre est très court. Mais le constat est là et il reste le même. L'été de la sorcière n'est pas un livre qui me marquera durablement. Il a des qualités, je ne le nie pas, mais je m'attendais, au vu du récit et de sa réputation, à ce qu'il me touche beaucoup plus. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me faire part de vos dernières lectures, je serai ravie d'en discuter avec vous dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui est le meilleur moyen de soutenir mon travail et qui vous permet également d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur 2 à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.